Alors, chers internautes, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Juliette Duquesne, journaliste de terrain, et qui, en compagnie de Pierre Rabhi, ont eu l'idée de réaliser des carnets d'alerte parus aux éditions Presse du Châtelet, et des carnets d'alerte sur des thématiques qui sont essentielles, donc la faim dans le monde, la question sur le kidnapping des semences, sur des carnets à venir qui seront sur la finance notamment. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la conférence avec Pierre Rabhi au Palais des Papes en Avignon, nous interrogeons donc Juliette sur le carnet Les semences, un patrimoine vital en cours de disparition. Donc bonjour Juliette. Bonsoir. Bonsoir, oui. À la lecture de ce carnet, de ce carnet d'alerte, voilà, le constat il est effarant. Je savais déjà pas mal de choses, mais l'avancée avec les OGM notamment, le brevetage du vivant, les manipulations génétiques, parce qu'il y a les nouveaux OGM, in fine, est-ce que c'est pas une confiscation de nos libertés? C'est vrai que c'est très étonnant cette réglementation sur les semences. Alors il y a les OGM et les nouveaux OGM, mais rien que le fait qu'on n'ait pas le droit de commercialiser des semences, enfin certaines, la plupart des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue, donc il faut que les semences soient stables, homogènes et distinctes, c'est vrai que ça limite énormément notre liberté de ressemer, surtout de les vendre. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une confiscation du vivant qui est forte, qu'on voit à travers cette enquête et qui est assez peu connue en fait par le grand public, parce que ce sont des sujets assez complexes où à chaque fois la réglementation c'est toujours plus compliqué que ce qu'on voit au départ. Donc oui, je pense que il y a une sorte de confiscation du vivant, mais il y a des gens aussi, il y a des solutions, c'est ça aussi qu'on essaye de montrer dans ces carnets, qu'il y a des solutions, que c'est pas trop tard, même si 75% des variétés de semences ont disparu en un siècle, il y a des solutions, il y a des gens qui se battent au quotidien, et il suffirait des fois de quelques changements, changer la réglementation pour que les personnes puissent, et les agriculteurs puissent se réapproprier les semences, parce que c'est vrai qu'on parle des OGM et c'est vrai que sur le continent américain ils ont pris beaucoup d'importance, mais sur le continent européen très peu, en tout cas pour la culture. Les OGM ne sont pas présents, enfin très peu présents en Espagne, dans quelques pays mais pas en France, en importation oui mais pas dans la culture. Donc il y a encore, je pense qu'on est encore à la croisée des chemins et qu'il est temps de changer en fait et d'aller vers de l'autre côté en fait. Oui, la question c'est effectivement in fine justement par rapport à notre liberté, justement parce que c'est derrière c'est si on nous confisque c'est-à-dire que nous devenons des esclaves. Ah bah c'est sûr que si on nous confisque les semences, ça Pierre le dit très bien dans le livre, Pierre Rabhi le dit très bien dans le livre à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on confisque, si on nous confisque les semences, on nous confisque aux agriculteurs et aux habitants la liberté de se nourrir par eux-mêmes et d'être autonomes en fait. Donc oui, ça c'est sûr, hein, c'est un point important dans cette thématique. Et oui, effectivement, donc on constate qu'en un siècle, on a détruit trois quarts des semences ont disparu, et alors que c'est un patrimoine qui est vieux de 12 000 ans, cette transmission des graines de génération en génération. Et je veux dire, ça va à une telle vitesse que voilà, je veux dire, il est urgent de trouver des pistes pour. Mais il y a Pardon. Oui, il y a des gens qui se battent quand même. Il y a des associations. On voit, il y a Cocopelli, il y a Graines de Troc, les femmes semencières, l'association avec que Pierre Rabhi a créé. Donc il y a il y a des gens qui se battent. Il y a Vandana Shiva en Inde. Je parle aussi du chercheur Gilles-Éric Serralini dans le livre qui a fait des études sur les OGM. Il y a l'avocate de Cocopelli, Blanche Margarine Austray, qui se bat au quotidien en Europe et en France pour changer la réglementation. Donc il y a des gens qui
font ce travail-là. Il y a le réseau Semences Paysannes qui permettent aux agriculteurs d'avoir leurs propres semences. Donc il y a quand même des gens qui se battent, on les met en avant aussi d'ailleurs dans ce livre. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui est encore assez peu connue par le grand public et que même dans les magasins bio, la plupart des semences sont des semences hybrides F1, des semences qui ne se reproduisent pas chaque année. Il y a très peu de gens, que les fruits et les légumes sont issus de semences hybrides F1, il y a très peu de gens qui le savent, donc c'est vrai que c'est une information. J'espère que du coup ces carnets d'alerte vont informer les gens sur ces points-là. Voilà, et là j'ai appris une chose en lisant le carnet, c'est que la bio des grandes surfaces, en fait, c'est une fausse bio, parce qu'elle est issue de semences qui ne se... Et c'est pas que la bio des grandes surfaces, c'est de la bio de façon générale. La bio, en fait, la plupart des magasins bio, même pas que les grandes surfaces, ils n'utilisent pas des semences parce qu'en fait, comme c'est interdit de commercialiser des semences qui soient libres et reproductibles, la plupart des bio, c'est difficile pour eux d'utiliser ces semences libres et reproductibles. Dans la bio de façon générale, on utilise très peu de semences qui soient libres et reproductibles. Et c'est pas parce que les agriculteurs ne le veulent pas, c'est que c'est plus compliqué, que le savoir-faire n'a pas encore été au plus complètement transmis. Donc la graine, dans la bio, on a fait tout le travail sur les produits chimiques, tous ces points-là, mais sur la graine, il y en a certains qui commençaient à le faire, mais je pense que le travail n'a pas encore été fait. Et c'est pas du tout pour leur jeter la pierre. Je pense que c'est parce que c'est un trop grand chantier. Philippe Desbrosses le dit très bien là dans le livre. Il explique que voilà, on a fait le travail sur tout ce qui est pesticides, etc. dans la bio. Lui qui est un pionnier de l'agriculture biologique, mais on l'a pas encore fait pour la graine et que ça va se faire au fil des années et certainement dans les prochaines années. En tout cas au niveau des pistes, il y a l'agroécologie. Donc Pierre tout à l'heure dans la conférence de presse, on a parlé. C'est une vraie solution à la fin dans le monde. Et il dit même aussi quelque part que faire son jardin, c'est un acte de rébellion aujourd'hui. C'est vraiment... Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Oui, c'est le positionnement de Pierre en disant qu'on reste autonome en faisant son propre jardin, en n'étant pas dépendant des multinationales, de l'achat qu'on doit faire dans les supermarchés. Et c'est vrai que c'est un acte politique fort. Et c'est vrai que dans le livre sur la faim dans le monde, on montre bien que l'agroécologie peut être une solution à la faim dans le monde. Et comme Pierre Rabhi le dit à plusieurs reprises, lui, il ne dit pas ça comme ça. C'est pas une opinion, c'est un fait. Il a éprouvé et montré que ces techniques qui sont très scientifiques en fait fonctionnaient dans des pays semi-arides comme le Burkina Faso, dans des autres semi-arides, ça fonctionne et il n'est pas le seul à l'avoir montré. Il y a aussi des scientifiques, on voit dans le livre que les rendements peuvent être efficaces, qu'on peut reverdir des zones, que l'eau va être plus retenue parce qu'il y a tout un système où il y a un schéma qui explique tout ça. Donc on voit bien que l'agroécologie peut être une solution. Ok, donc à chacun, prenez-en de la graine. Voilà, à chacun de semer. Et quand on sème, on sèmera. Merci beaucoup, merci pour ces questions et merci de vous intéresser au carnet d'alerte. Merci beaucoup.